Alors, vu qu'on commence avec un petit peu de retard, je ne sais pas si on aura aussi un peu de retard à la fin. En tout cas, j'ai prévu énormément de dossiers et puis on verra à quel moment on s'arrêtera. Je demande donc à l'organisation de vraiment me couper quand il faudra. Par contre, si on peut commencer à éteindre la lumière pour y voir quelque chose. Tiens, qu'est-ce qu'il a ce patient d'ailleurs? Hein? Alors j'ai entendu exophtalmie, il doit y avoir un œil qui sort, je ne suis pas sûr. Strabisme, mais ça, tout ça, c'est pas neurologique. C'est qu'est-ce qu'il a comme atteinte, de quel nerf, de quel côté. Ouh. Donc ça montre à mon avis qu'il y a moyen d'apprendre là. En général, vous testez un œil aussi en le touchant. Donc à mon avis, c'est celui-là qu'on teste. Et donc on lui demande, tiens, vas-y, va là-bas. Et il n'y va pas. Bon, alors, nous, on fait de plus en plus d'imagerie des voies visuelles au sens large, et on progresse en faisant beaucoup. Je ne sais pas aujourd'hui si vous en demandez, mais je suis sûr que vous voyez beaucoup de malades avec une atteinte soit de l'acuité visuelle, c'est-à-dire du nerf optique, soit de troubles oculomoteurs. Donc j'ai surtout prévu, parce que ça m'avait été demandé, de s'intéresser aujourd'hui au nerf optique. Et il y a des dossiers à la fin aussi sur quelques atteintes des nerfs oculomoteurs. Donc on verra jusqu'où on pourra aller. En tout cas, les objectifs de cet atelier seront de comprendre l'intérêt de l'IRM dans l'exploration des troubles visuels. Il faut demander à vos radiologues, et si vos radiologues savent le faire, c'est encore mieux, d'explorer comme il faut les troubles visuels. Et donc on va découvrir le cœur du problème, qui est l'atteinte inflammatoire du nerf optique, et il n'y en a pas qu'une. Mais en fait, si on pose la question au radiologue en tant que neurologue, après avoir vu son patient, fais-moi une IRM justement de l'orbite, du nerf optique, des voies visuelles, c'est pour simplement savoir quelle est l'origine du problème. Et cliniquement, on ne peut pas savoir si c'est une atteinte du nerf par lui-même ou si c'est par une compression extrinsèque. Donc ça déjà, c'est une grande avancée dans le diagnostic de savoir ça. Et puis donc on va voir à la fin, si on a le temps, un peu de problème d'oculomotricité. Ce rappel anatomique est extrêmement succinct, mais il précise que finalement cette fonction visuelle part du tout devant pour aller tout derrière jusqu'au cortex occipital. Et que chacune de ces portions des voies visuelles peut être atteinte et donner un trouble visuel, en commençant par le globe. On vient de le voir sur la première image, sur la première photo. Mais un œil rouge, j'ai marqué juste ça, avec une exophtalmie et un œdème, ça vous fait penser à quoi cliniquement? Une fistule durale de la loge caverneuse. Où il y a aussi les nerfs qui passent, les nerfs oculomoteurs, le 3, 4, 6. Et puis après, c'est les voies visuelles à proprement parler, et ça part du tout devant, donc les voies antérieures, c'est depuis la tête du nerf optique, la papille, avec ensuite le nerf optique qui a volontiers dans son segment intraorbitaire deux parties, si on veut être précis, on va dire, il y a un segment antérieur et un postérieur intraorbitaire. L'apex est très important parce que c'est une zone qui est difficile à montrer. On perd souvent les repères anatomiques à cet endroit-là, tout comme ce qui est immédiatement derrière, qui est donc le canal optique, qui a un segment propre, donc le nerf devient intracanalaire, puis il va être dans la citerne, avant de rejoindre derrière le chiasma, et en arrière, donc, les radiations, les bandelettes optiques, le relais dans le mésencéphale, puis donc les radiations optiques vers le cortex. Un point très important, je suis sûr que vous le savez, mais on dit toujours que l'œil, c'est le prolongement du cerveau, et si on appelle ça un nerf, c'est vraiment des fibres de substance blanche qui émanent du cerveau, c'est les mêmes fibres qui sont là. Donc vraiment le nerf optique, c'est un prolongement du cerveau, donc toute pathologie cérébrale peut se retrouver dans le nerf optique. Donc de la même manière, l'expression clinique va ressembler à celle qu'on peut avoir pour toute pathologie du cerveau. Et vous le savez,
Il y a des grandes lignes, que ce soit donc des phénomènes vasculaires qui vont s'exprimer d'une minute à l'autre, ou alors des problèmes infectieux, inflammatoires, qui en général s'installent beaucoup moins rapidement, mais sur quelques jours ou quelques semaines maximum, alors que les tumeurs, ça va aller doucement et parfois être négligé pour atteindre des mois justement d'évolution. Mais si on connaît tous ce schéma de l'évolution, on connaît aussi tous la suite où on ne s'imaginait pas que ça évolue comme ça. Et c'est ça qu'il peut y avoir aussi sur l'expression clinique d'une atteinte du nerf optique. Un phénomène tumoral peut être révélé de manière aiguë et vice-versa. Donc c'est la même chose, et des nerfs optiques bizarres, je vous assure qu'on en voit de temps en temps. Je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur, avec ses yeux verrons. C'est une expression déjà d'une maladie qu'on voit, génétique, et on va peut-être en voir d'autres au travers de ce topo. En rappelant que le nerf optique donc, va s'exprimer très souvent au travers de maladies inflammatoires, c'est vrai, et par défaut on va utiliser cette appellation de neuropathie optique, mais en fait, il n'y a pas que de l'inflammatoire. Rappelez-vous, c'est le prolongement du cerveau. Et donc, il va y avoir évidemment des phénomènes vasculaires, des phénomènes tumoraux qui vont comprimer ce nerf, ou lui-même être le siège d'une pathologie tumorale. Et puis, ça, c'est pas rien. C'est bien sûr beaucoup plus rare, mais on en voit de temps en temps des phénomènes toxiques, carentiels, voire héréditaires. Et puis, il y a ça. Et là, j'ai envie de dire, on sort du domaine de la neurologie, qui est le glaucome, qui est une atteinte plutôt du sujet âgé, qui est très très fréquent et pour lequel jusqu'à maintenant on ne demandait pas d'IRM, on ne demandait pas d'exploration. Amis radiologues, tiens, vous pouvez lever la main d'ailleurs, les radiologues très minoritaires, mais merci d'être venus. On fait de plus en plus d'exploration du glaucome, alors pas tous les glaucomes évidemment, sinon on n'aurait pas assez de machines, mais de temps en temps, on a des glaucomes atypiques, l'ophtalmo n'est pas sûr, et il nous demande est-ce qu'il n'y a pas une compression là aussi qui explique ce trouble visuel. Et donc ça c'est un cas qu'on a eu assez récemment avec, tiens qu'est-ce qu'il y a ici? Parce que ce qu'il faut c'est, pour tout le monde et pas seulement les radiologues, s'habituer, parce que vous allez en demander de plus en plus, à repérer ce nerf optique. C'est ça le but de cet atelier. Alors comment il est et c'est quel côté qui est malade? J'ai fait exprès de ne pas le mettre dans le titre. Bravo. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Qu'est-ce qui vous permet de dire et d'affirmer comme ça, c'est à gauche? Vous pouvez, alors, je vais faire passer la télécommande. Il y a les deux flèches et juste au-dessus, on ne le voit pas bien, un petit bouton rouge qui sert de pointeur. Que tout le monde voit bien, il faut pointer les choses. C'est quelle séquence ça? Alors, c'est FATSAT, mais ça ne dit pas c'est quelle séquence. C'est du flair, c'est du flair. Et alors nous, on fait de plus en plus de flair en 3D. Et le flair en 3D va permettre donc d'avoir des coupes millimétriques. Et si on veut explorer un nerf, il est évident qu'il ne faut pas des grosses coupes épaisses. Et ça, c'est un premier message, mais je suis sûr que les radiologues le savent. Il faut des coupes fines pour explorer ce nerf. On va reparler de technique après. Donc ça, c'est un 3D flair qui permet justement de reconstruire aussi dans le plan du nerf. En coupe axiale, ce n'est pas du tout le plan d'acquisition standard. Et comme ça, on va dégager, effectivement, vous l'avez bien repéré, cet hypersignal. Alors, dans quel segment on est là? Ouais, alors on va dire plutôt intraorbitaire, déjà. Mais vous avez raison. Parfois, on utilise même ces rétro-oculaires. OK? Alors, ça, c'est une chose, effectivement, un hypersignal flair. Qu'est-ce que vous voyez sur le coro T2, là? Vous pouvez montrer, là, pour tout le monde, les nerfs optiques. Non, il c'est trop bas. Ah, vous voyez, ça devient déjà un peu plus flou, là, non? Aïe, aïe. Alors, vous pouvez faire tourner. C'est ça le but, c'est que chacun essaye vraiment d'être à l'aise avec cette imagerie du nerf. Montrez, prenez le... Oui. Alors, est-ce qu'ils sont stricto sensu pareils? Comment il est alors? Oui. Il est plus petit. On est d'accord, dans le glaucome, il y a une perte de la voie visuelle, le nerf, il va s'atrophier. Donc vous voyez, c'est les petites choses, donc il faut être à l'aise. Et dans quel segment on est là? Eh bien, il est entouré d'un hypersignal sans qu'il y ait de gaine autour. Donc, il n'est pas loin du cerveau, il est dans la citerne. Il n'est pas entouré d'os, il n'est pas dans le canal, il n'est plus dans l'orbite. Il est derrière, dans le segment cisternal, donc en avant du chiasma. Voilà ce qu'on a sur cette coupe. C'est pour ça que
encore une fois, je suis désolé d'avoir fait changer de salle comme ça, mais voyez, on va voir des petites choses. J'ai renié les images, je les ai zoomées, j'ai montré ce qui est intéressant à voir, mais comme ça, vous allez mieux voir ce qu'il faut voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gauche cette fois? Il est? Alors, épaississement de la gaine, ce n'est pas le terme que j'aurais dit. Moi, ce que je vois ici, on est d'accord, ça c'est l'œil normal, ok? Au passage, et je le répéterai, ce qui est fondamental, c'est de bien comprendre que ce prolongement du cerveau, c'est un prolongement de substance blanche. Donc le signal, peu importe la séquence du nerf optique lui-même, doit être identique à la substance blanche. Du moment que vous êtes identique à la substance grise, c'est un hypersignal anormal du nerf. Donc ça peut être ténu. Et c'est pour ça qu'il faut faire des séquences, selon moi, qui renforcent l'anomalie de signal. Et moi, je vais faire plus volontiers du choro-STIR, on va le revoir. Donc il y a un T2 qui, avec l'inversion récupération, va être encore plus sensible à l'œdème et sature le signal de la graisse pour faire donc bien apparaître ce nerf optique et sa gaine dans l'orbite. Il y en a qui prônent le T2 non fatsaté. Chacun donc a le droit de voir ce qu'il veut. En tout cas, on voit ici une anomalie qui ampute une partie de ce nerf optique. Okay, il est dessous, enfin le nerf pardon, est au-dessus, et cette anomalie donc est en dessous. C'était en hypersignal flair, on est juste derrière le globe, à l'endroit où il y a le renflement de la gaine du nerf optique, et donc il y a un peu plus d'eau, c'est normal d'avoir une bonne visibilité de la gaine à cet endroit-là, c'est normal. Mais ici, le nerf lui-même n'est pas normal, c'est là, enfin le nerf il est écrasé, c'est là où il y avait l'hypersignal flair. Est-ce que ça prend le contraste? Donc c'est pareil, moi je fais du T1 Fatsat Gado pour absolument faire ressortir la gaine et on imagine le nerf qu'il y a dedans. Et s'il y a quelque chose qui prend le contraste, alors ce sera du blanc sur quelque chose qui est globalement gris ou noir. Alors, il y a des prises de contraste? Non. Donc finalement, on avait l'impression sur le T2 que c'était du liquide, en plus ça ne prend pas le contraste, sauf que c'est, en hypersignal flair, eh ben, c'est un kyste. Et donc ça, c'est rapporté depuis pas longtemps par l'équipe de la Fondation Rothschild. Et bien voilà, de temps en temps, en faisant de l'imagerie précise, de bonne qualité, on va voir des anomalies compressives, comme ça, du nerf optique, juste derrière le globe, dans le glaucome. Voilà les images de l'article, vous voyez. Alors celui-là, il était en haut, nous, il était en bas, mais vous avez une compression donc de la partie antérieure de ce nerf optique, dans certains cas de glaucome, et qui ne prennent pas le contraste, et qui apparaissent en hypersignal flair. Oui ? Donc, le nerf optique, c'est un prolongement du cerveau. Donc, le cerveau baignant dans le liquide cérébrospinal, le nerf est entouré de liquide cérébrospinal. C'est un espace sous-arachnoïdien normal rempli de liquide cérébrospinal. Donc, c'est un hypersignal T2 qui s'annule en flair et qui est en hypothéa. Ça, c'est un cas, je vous assure, que j'ai vu la semaine dernière. En fait, je n'ai jamais fait cet atelier, donc j'ai regroupé plein de cas, et puis quand on est intéressé par le truc, on les met de côté, et en fait, on en a plein. Donc, je vais vous montrer beaucoup de cas très récents. Mais celui-là, voilà, c'est un jeune, baisse de l'acuité visuelle depuis quelques semaines. Okay, et donc, si vous demandez une IRM cérébrale, vous allez avoir ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Eh bien, je ne vous dis pas. Et c'est aussi pour ça, c'est pour vous titiller sur de quel côté c'est. Parce que de temps en temps, c'est bilatéral et on va voir des cas. Mais c'est sympa de votre part si vous remplissez bien vos bons, parce qu'on va chercher avec beaucoup plus d'intérêt, on va scruter une anomalie à un endroit. Alors, est-ce qu'il faut demander une IRM orbitaire? Est-ce qu'il faut demander une IRM cérébrale? Certainement les deux, bien souvent. Mais attention, c'est peut-être deux examens séparés. Donc, si vous voulez vraiment voir l'orbite, il faut demander une IRM orbitaire. Et ça, je vous montre toutes les images d'un coup, parce qu'on va être mauvais en faisant ça. C'est-à-dire que ce jeune, il est en train de perdre la vue d'un œil, et on va dire, il n'y a rien. C'est ça le problème. Donc, on n'avance pas dans le diagnostic. Si on n'a pas le diagnostic, on n'a pas le traitement. Donc, il revient chez nous, et voilà ce qu'on fait comme image. S'il n'y avait rien sur l'IRM cérébrale, forcément, c'est qu'il y a un tout petit truc. Alors, est-ce que quelqu'un voit quelque chose comme petit truc? Il y aura du Gado après. Oui,
Parfait. Donc là, vous voyez, on est dans le segment canalaire, puisqu'il y a la clinoïde antérieure. Alors, qu'est-ce que tu peux décrire là? Parce que c'est exactement ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui a fait que ton œil a été attiré par cette image-là? Il y a un hyposignal. Elle est forte, hein? C'est exactement ça. En fait, on a la chance, même si on est asymétrique, d'être relativement pair. Donc, c'est pas comme quand vous explorez un foie ou un pancréas ou une rate, il n'y en a qu'un. Mais nous, il y a deux hémisphères et il y a deux nerfs optiques. Donc, on peut comparer l'un avec l'autre et on voit ce qu'il y a d'asymétrique. OK? Eh bien, on voit en fait deux choses. C'est déjà repérer le côté normal parce qu'il faut se familiariser avec cette imagerie du nerf optique. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Dans le segment canalaire, c'est dur de le voir. Mais ici, on voit un petit peu d'eau. On a de la chance. Normalement, même, il n'y en a quasiment pas. Et donc, on voit un hypersignal autour du nerf optique. Vous le voyez? Alors, vous pouvez partir dans votre analyse de derrière. Parce que vous avez le chiasma, vous savez le repérer. Et devant, il va être entouré de liquide. Donc, vous allez bien le voir. Et puis après, ben, vous le suivez d'arrière en avant. Là, c'est l'inverse. Eh bien, ici, cet hypersignal, on le perd. Alors, attention, il y a un autre petit signe. Il y a un autre indice. C'est que, oui, il y a un hypersignal, mais il est là. Et là où c'est qu'on est, eh bien, ça, c'est de la muqueuse du sinus phénoïdal. Donc, il y a une réaction en plus. Il y a au contact du nerf du noir et en dessous du blanc. Eh bien, tout va prendre le contraste. Mais vous voyez ici, il y a un petit trait noir qui sépare ce qui était blanc qui prend le contraste de ce qui était anormal en intracrânien. Donc il y a une réaction inflammatoire à cet endroit-là. Et qu'est-ce qui est inflammatoire en hyposignal T2? À quoi on doit penser quand on a quelque chose qui plus est de méningé? C'est pas du tolosaïente. Au sens large, quand vous avez une lésion intracrânienne en hypo T2 qui prend le contraste, c'est du granulomateux. Donc une petite lésion durale en hypo T2 qui prend le contraste, ça, c'est quand même très évocateur de sarcoïdose, qui est juste à cet endroit-là, et qui est en train de pourrir la vie et la vue de ce jeune homme. Donc ça, on part soit d'une IRM normale, on dit il n'y a rien, soit on fait les bonnes séquences, et vous voyez, avec de la fatsate, on comprend que c'est juste la méninge dans son canal optique et dans cette région de l'apex qui est anormale. Donc on ne sait pas nous dire à ce stade-là que c'est une sarcoïdose, mais on va clairement faire un bilan qui va le dépister avec des indices sur cet hyposignal T2 qui entoure le nerf qui prend le contraste. Donc la technique est capitale. C'est indispensable de faire une exploration dédiée. Le scan ne sert absolument à rien, sauf, on va le voir dans certains cas, en complément d'une IRM. Qu'il faut faire bien souvent une IRM cérébrale et des voies optiques, le nerf optique étant le prolongement du cerveau. Et qu'à ce moment-là, ben, on va faire un flair, s'il vous plaît, en 3D de la dive du Gado et du Coro T2. Mais c'est surtout ça qui est intéressant de comprendre, que si on veut explorer une orbite, c'est pour explorer essentiellement, en tout cas aujourd'hui, le nerf. Donc il y a besoin d'un maximum de coupes qui doivent être fines. Et pour en avoir beaucoup, il faut qu'elles soient perpendiculaires à la structure qu'on veut explorer, c'est-à-dire le nerf optique. Il faut en théorie aussi le cerveau pour aller voir jusqu'à derrière, bien sûr. Donc moi, je préfère le STIR, il y en a le Spineco T2. En tout cas, on est tous d'accord qu'il faut de la fatsate après injection de gadolinium en T1. Et là, il y a plusieurs moyens aussi de faire du T1 fatsate gado. Aujourd'hui, moi, je recommande du Spineco, l'écho du gradient étant, à mon sens, pas optimal, avec donc les séquences dites Dixon. Qu'est-ce que c'est que le PNOTO, ami radiologue? Jamais entendu parler du PNOTO? Le PNOTO, c'est un plan qui était propre à Cabanis, donc au 15-20. Et donc, ce plan neuro-oculaire transverse optique permet d'avoir, presque comme ici, une coupe sagittale qui déroule le nerf. Or, le nerf optique dans l'orbite n'est absolument pas droit, mais il est oblique pour rejoindre la ligne médiane et le chiasma. Et donc ça, c'est un très bon plan qui permet normalement de dérouler jusqu'au chiasma. C'est pour ça, celui-là, il y a un peu, mais pas complètement. Et surtout de bien voir, encore une fois, cette région du canal optique.
Alors, je vais vous montrer, si on a le temps à la fin, c'est un cas d'il y a 15 jours du Cisgado qui est en pnoto justement et qui est une séquence intéressante pour voir les nerfs. Allez, on attaque le vif du sujet avec cette personne qui a, encore une fois, je précise pas le côté, cette baisse visuelle rapide, plus ou moins douloureuse, bref, un tableau de Norb. Et ce que vous voyez, c'est bien souvent, vous neurologues, des Norb. Parce qu'une perte de la vision, on va voir par réflexe un ophtalmo. Et c'est l'ophtalmo qui va faire un bilan essentiellement du globe oculaire, des voies très antérieures, qui va s'avérer négatif, qui va vous envoyer, vous, neurologue, pour un avis sur éventuellement un nerf optique. Donc on dit quand le malade voit rien et le médecin non plus, c'est probablement une norbe. La douleur, elle est variable. Donc ici, est-ce qu'on voit quelque chose? Ben encore une fois, non, ce n'est pas des bonnes séquences. En tout cas, on peut deviner, il y a une chance sur deux de dire droite, gauche. Ça ne veut pas dire qu'on voit quelque chose. Il s'avère que c'est la gauche. Pardon? Attendez, moi je peux vous dire, il y a un hypersignal là. Hein. Mais le problème c'est que vous êtes très souvent sur les coupes axiales en volume partiel. C'est ça le problème. C'est que sur une image, vous pouvez peut-être voir une anomalie, mais elle ne correspond pas forcément à de la pathologie. Ça peut être simplement le plan de coupe qui ne déroule pas ce nerf-là. Okay? Donc sur les axiales, c'est difficile de l'affirmer. Ici, vous êtes d'accord, tout le monde le voit, le nerf optique est très blanc. Il faut faire de l'axial pour voir la longueur antéro-postérieure de cette anomalie. Mais si je ne vous montre pas l'axial, parce qu'on ne l'a pas finalement à chaque fois, ça va être pour vous le nombre de coupes sur lesquelles vous allez voir votre anomalie qui va définir son étendue. Donc ici, ce nerf optique gauche est anormal, vous le voyez à droite ici. Il prend le contraste ou pas? Ben, clairement, hein, il est plus blanc que de l'autre côté. On est au même niveau de coupe. Il n'y en avait pas ailleurs. Vous êtes d'accord que la longueur antéro-postérieure de cette lésion est petite. Il n'y en a pas devant, il n'y en a pas derrière. Donc ça, c'est l'image, et je vous demande de bien l'avoir en tête, de la plaque inflammatoire aiguë, symptomatique de sclérose en plaques. C'est des lésions courtes, intraorbitaires. Est-ce que c'est une CEP, ça? Ben, sur une coupe, on ne peut pas le savoir. On le verra plus tard. En tout cas, je vous le montre ici. Parce que celui-ci, je l'ai eu aussi le mois dernier. Alors, où c'est qu'on en est? Au deuxième rang. Est-ce que vous voyez une anomalie sur les nerfs optiques? Oui, tout le monde commence à le voir, à bien s'habituer. Vous avez un œil normal, la gaine est bien visible derrière le globe, le signal est comparable à celui du nerf. Là, vous êtes d'accord, clairement, ça devient flou. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit plus aussi bien? Parce qu'il est presque aussi blanc que le liquide qui est autour. Tellement il est blanc, tellement il est inflammatoire, il prend le contraste presque comme les muscles qu'il y a autour. Donc on est à une phase aiguë, nous on fait de plus en plus d'IRM presque en urgence pour ça. Donc à des moments où ça va être facile de le voir. Plus vous attendez, plus ce sera difficile de le voir. Donc il y a un nerf optique, une norbe typique de sclérose en plaques, une entrée dans la maladie qui est très fréquente finalement. Est-ce que vous posez le diagnostic de sclérose en plaques? Pardon? Alors, la coupe axiale flaire, c'est malgré tout dépendant des machines, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour identifier la longueur d'une atteinte. Hein. En tout cas, on peut se demander jusqu'où ça s'arrête, même si on comprend que ça vient un petit peu derrière le globe. Mais après, on a l'impression que c'est plus blanc. Mais si vous faites abstraction de cette partie antérieure par rapport à l'autre côté, vous focalisez votre regard là-dessus, vous voyez que c'est un peu pareil. Donc on va considérer que c'est une plaque courte. Ma question est très pratique. Le malade rentre dans la maladie, c'est ce premier événement neurologique, suggestif, évocateur. Vous voulez traiter le malade, soit corticoïde parce qu'il fait une poussée inflammatoire, soit commencer un traitement de fond parce qu'il y a une CEP. Donc est-ce que vous avez les critères de dissémination temporale et spatiale? Vous avez là les éléments de réponse. Ah pardon, on ne le voit pas bien. Je vous montre cette... Alors là, vous avez vu, il y a du périventriculaire. Okay,
Le deuxième territoire, aujourd'hui, n'inclut pas, vous le savez, le nerf optique. L'année prochaine, ça y est, enfin. Donc c'est pour ça que vous allez en faire beaucoup plus. Parce qu'il faut voir l'anomalie. Il y a celle-là qui est sous-insulaire. Le contraste, la luminosité ne permet pas de bien le voir, mais il y avait une plaque sous-insulaire ici, qui touchait le cortex. Donc, de localisation, en plus du nerf optique, on a la dissémination dans l'espace. Est-ce qu'on a la dissémination dans le temps? Donc, il y a la dissémination dans l'espace, il n'y a pas la dissémination dans le temps, parce que s'il y avait une lésion qui prenait le contraste, je vous l'aurais montré. Donc, en l'absence de prise de contraste cérébrale, on considère qu'il n'y a pas la dissémination dans le temps. Donc, on sait que le nerf optique, c'est un prolongement du cerveau, mais on l'exclut dans les critères. C'est illogique. Heureusement, ça va changer bientôt. En tout cas, nerf optique et CEP, c'est très fréquent, c'est un signe classique d'entrée, c'est toujours pas dans les critères, mais c'est vrai que c'est présent dans un paquet d'autres maladies. Et c'est pour ça qu'on fait cet atelier aujourd'hui pour commencer à vous familiariser avec l'aspect classique, pour comprendre qu'il va y avoir d'autres aspects qui, cliniquement, vont mimer une norme. Et donc, même si on a des hypersignaux qui ne permettent pas de faire le diagnostic de CEP, ça a une valeur. Le patient d'avant, on sait que c'est une CEP, on le sait. Parce que la qualité, le qualitatif, j'ai envie de dire, des hypersignaux plaide en faveur d'une CEP. Donc demain, on va pouvoir le traiter. Aujourd'hui, si on applique les critères, en théorie, non. Mais donc, c'est quelque chose qui est capital, et c'est pour ça qu'il faut faire une IRM orbitaire pour montrer la lésion, voir sa sémiologie, voir si ça colle dans l'aspect d'une CEP, mais aussi une IRM cérébrale pour voir dans quel cadre nosologique on s'inscrit. Ici, c'est une femme enceinte. Femme enceinte, alors CEP, c'est femme jeune, mais bon, est-ce qu'on va injecter du gado ou pas? Elle est enceinte. Est-ce qu'on va lui faire une exploration par IRM pendant sa grossesse? Comment on fait? Bon, ça, c'est des questions que je vous laisse voir, ça prend trop de temps à expliquer, mais s'il faut, il ne faut pas avoir peur d'injecter du gado. Donc, s'il y a un problème, on la laisse perdre la vue ou pas, on s'en fout du gado, hein. Clairement, ce n'est pas tératogène. Il faut juste prévenir les malades. Que devient cet hypersignal? Il prend le contraste, vous êtes d'accord? Manifestement, par rapport à l'autre côté, il y a une prise de contraste ici. Il est où le nerf? Au centre. Vous le voyez? Si vous pouvez le montrer pour tout le monde. Parfait. Et en T2 finalement? Ouais. Donc ce n'est pas le nerf lui-même qui est malade. C'est la gaine. Et vous voyez ici comme on la voit très bien tout autour du nerf. Mais pourtant, le malade ne voit rien, le médecin non plus. On vous l'envoie pour savoir si justement c'est le nerf qui est atteint directement ou qui est comprimé. Et là, il n'y a plus de problème, on comprend que c'est une maladie de la méninge. Une maladie qui écrase ce nerf optique sur toute cette longueur. Et qui a évidemment un prolongement ici plus classique, intracrânien. Donc quand on voit ça, on sait que c'est un méningiome à cet endroit-là. Il y a même une petite calcifle. Hein. Et donc elle va comprimer le nerf potentiellement au canal, mais surtout s'étendre le long, parce que c'est la même méninge que celle qu'il y a autour du nerf optique. Et ça, c'est vraiment un grand classique, ces méningiomes. Ça reste beaucoup plus rare, bien sûr, que l'atteinte inflammatoire du nerf lui-même, mais c'est ça qu'on vous demande finalement de chercher. Et ça, je vous assure que c'est un vrai dossier, à une époque où on ne faisait pas d'imagerie du nerf optique, ce n'est pas dans les critères. Donc, une jeune femme qui fait un trouble d'un œil, avec rien à l'examen ophtalmo, on cherchait, est-ce que c'est une CEP ? Et à l'époque, ou peut-être par des radiologues qui voyaient simplement des hypersignaux comme étant « Ah ben tiens, il veut que ce soit une CEP, on va dire que c'est une CEP ». Vous les voyez, ces hypersignaux, sans montrer le nerf optique, a fait que cette patiente a été traitée pendant des années d'une sclérose en plaques. Sauf que cette lésion-là, finalement, elle n'est pas unique, elle est double, et puis ça, c'est quand même un peu trop gros
pour être un nerf optique, même inflammatoire, même augmenté de volume, hein. Et donc, quand on voit le T2, encore une fois, donc on est dans le segment cisternal, juste après le chiasma, ben on voit qu'il y a un nerf optique qui est là, et le nerf optique, il n'est pas du tout atteint lui-même. Il est déplacé, refoulé, déformé par cette lésion qui prend le contraste et qui correspond à un méningiome du tubercule cellaire et simplement des hypersignaux, comme je vous les ai expliqués hier, aspécifiques, ronds, de la substance blanche profonde, donc qui ne rentre absolument pas dans les critères de sclérose en plaques. Donc ça sert à ça sert à faire les diagnostics pour traiter comme il faut les malades. Il faut voir qu'est-ce qu'ils ont comme problème. Il faut voir le nerf qui est malade. Bien sûr. Alors, il ne faut pas le prendre dans ce sens-là. S'il n'y a pas eu de trouble visuel, il n'y a pas de raison de le faire. C'est s'il y a un trouble visuel qu'il faut faire une IRM orbitaire, puis cérébrale. Il faut déjà voir s'il y a un problème sur le nerf optique. Oui. Alors, oui, bien sûr. Oui. C'est le pneumosinus dilatans qu'il peut y avoir dans les méningiomes de la base, comme ça. Donc, je vous montre cette lésion-là. D'accord ? C'était donc une femme de 50 ans qu'on suivait finalement pour une CEP. Et puis un jour, on s'est dit, non mais attends, elle n'a jamais rien fait d'autre cliniquement. Alors ouais, super, le traitement il marche, mais son acuité visuelle, ben oui, elle a fait une grosse poussée, elle a perdu la vue, voilà. Et vous voyez qu'on redresse le diagnostic après quelques années d'un traitement inutile. Même âge, même symptômes, mais de l'autre côté. Au même endroit, une masse qui n'est évidemment pas sur le nerf. Là, qu'est-ce qu'on a ? En fait, il faut savoir que cette gaine du nerf optique, on est censé quasiment ne plus voir de liquide à l'apex orbitaire. Bien sûr, dans le canal, quasiment plus non plus. Donc quand vous êtes très en arrière ici, qu'est-ce qui se passe pour aussi bien voir ça que ça, le liquide ? C'est parce qu'il y a un blocage de la gaine, et donc il va y avoir une dilatation des espaces du côté de l'orbite. Les liquides vont être piégés dedans, et donc il va y avoir une dilatation par un obstacle. Or, ce qu'on demandait, et voilà un pnoto, c'est d'essayer de comprendre, alors qu'il y a une masse qui est au-dessus de l'orbite, pourquoi est-ce qu'il y avait une dilatation de la gaine et bien sûr une souffrance clinique de ce nerf. Et en fait, on va voir que, tiens, elle est de quelle couleur la lésion ? Elle est en relatif hypo. Hein ? Et cette lésion, elle prend le contraste, on est d'accord, mais pas énormément. Vous êtes d'accord, par rapport au méningiome juste avant, c'est pas aussi explosif, c'est un peu plus atténué. Et finalement, on ne le voit pas bien, mais il y a aussi une composante qui est là, et moi ce qui m'a embêté beaucoup, c'est ça. Et donc c'est là où le scanner en deuxième intention peut être intéressant. Parce que si Omar nous parle du pneumosinus dilatans, qui est une réaction expansive des os aériques de la face au contact des méningiomes, la règle, c'est que l'os, il va plutôt avoir tendance à s'épaissir. Alors, pas toujours, mais il ne doit pas être lisé. Si vous avez une lise au contact d'un méningiome, c'est très suspect d'une agressivité qui ne correspond pas à celle habituelle du méningiome. Et quand on vous dit que finalement, oui, mais elle avait une histoire de cancer du sein il y a 10 ans, eh bien ça, c'est très évocateur donc d'une métastase, d'un cancer de sein qui a lisé, qui a traversé finalement le toit de l'orbite et qui est venu comprimer, vous le voyez ici, le nerf optique là. Donc il y a vraiment ces tableaux de Norb, des atypies, qui doivent faire autant de drapeaux rouges et dire attends, là il faut faire quelque chose, ça se trouve, c'est pas juste une CEP. C'est pas la simple plaque de CEP, quand déjà, il n'y a pas de prise de contraste du nerf optique. Mais pour ça, il ne faut pas donner un rendez-vous dans 3 mois. Désolé, je vais vous mettre la pression, amis radiologues, mais il faut le voir vite si on veut qu'il y ait de l'inflammation, qu'il soit visible. Et puis, il y a ça. Et ça, on va passer un peu de temps pour voir la papille. C'est la tête du nerf optique, mais ça, c'est déjà un super signe. Parce que dans une plaque de CEP, il n'y a pas de raison d'en avoir. S'il y a quelque chose d'étendu, on a vu les plaques sont relativement courtes, ça peut s'étendre sur au moins la moitié du nerf optique intraorbitaire, mais pas sur toute sa longueur. Si vous avez en même temps prise de contraste des 2 nerfs optiques, ce n'est pas 2 plaques de CEP qui vont taper pile à cet endroit-là, hein, ça n'existe pas.
Il faut regarder pareil au niveau du chiasma, c'est pas la localisation où on voit le plus fréquemment, ça peut arriver des plaques de cèpe, mais c'est suspect. Tout comme s'il y a une atteinte inflammatoire au-delà du nerf, la périnévrite, c'est la gaine qui est inflammatoire, et parfois on a même la graisse autour de cette gaine qui est également inflammatoire. Et donc dans tous ces cas-là, clairement, il faut faire un bilan. Et le bilan, il faut commencer par doser, tout en restant dans l'inflammatoire, les AQP4 et les MOG. Donc voilà un exemple d'une femme de 24 ans, névrite optique gauche. Retenez ici que l'IRM cérébral était normal. Alors, on en est où? Qui c'est qui voit quelque chose? Tiens. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qu'il faut voir? Parfait. Donc, quel segment c'est? Oui, mais ce n'est pas le terme. C'est cisternal. Et sur l'image de droite, en coronale? C'est pas loin, mais tout le monde voit ce qu'il faut voir? Elle l'a vu. Voilà, pile ça. Ok? Ouais. Ah si. C'est là, c'est ça. Donc là, c'est inhabituel. On sort de l'orbite. Ok? Donc on ne sait pas ce que c'est parce qu'il n'y a pas les signes de sclérose en plaques. Sauf que 2 mois après, voilà ce qui se passe. Et là, c'est quoi ça? C'est une myélite extensive qui ne correspond pas à la longueur d'une plaque de cèpe. Donc on est dans le spectre des neuromyélites optiques. Et donc c'est là où vous allez doser les AQP4 qui vont être positifs ici. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le chiasma. On n'est pas en cisternal, on n'est pas en préchiasmatique, on est à peine derrière, mais vous voyez que le nerf à gauche, il est atteint, mais le chiasma est atteint et même les bandelettes sont atteintes. OK? Et que là, ça prend beaucoup le contraste. Ça, ce n'est pas une cèpe. Un chiasma qui prend le contraste, clairement, ce n'est pas une cèpe. C'est encore une fois très évocateur d'AQP4. Il faut à ce moment-là rechercher des lésions médulaires. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous en voyez? Alors, il y a peut-être ici un petit quelque chose. On ne sait pas s'il y a eu des phénomènes. En tout cas, ce n'est pas très évident. Mais ça suffit à dire, drapeau rouge, ce n'est pas une cèpe, je dose les AQP4. Qu'est-ce qu'il faut voir ici? Chiasma, ça y est, ça rentre, ça vient. Vous voyez comme il est tout blanc? Donc là, on est sur une IRM cérébrale. On n'allonge pas du tout, on ne déroule pas du tout le nerf. Hein, ce n'est pas un plan qui est reconstruit. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ah, autour du 3e, très bien. Il y a ça. Ah, mais là, ça devient presque classique, puisqu'on a des lésions qui sont peut-être un peu ovoïdes, un peu de grande taille, périventriculaires. Le sagittal, je vous l'ai expliqué hier, qui est paramédian, hein, qui montre quand même une atteinte qui touche les pendymes, avec des grands axes qui sont un peu variables. Et ça prend le contraste. Donc, chiasma qui prend le contraste en 1, AQP4, on est d'accord. Donc, il faut les doser. Il ne faut pas hésiter, pas dire non, mais c'est une cèpe avec... voilà. Et puis, ce n'est pas l'âge de la cèpe, hein, bon, on peut tout voir, mais... les lésions cérébrales ne prennent pas le contraste. Et là, qu'est-ce qu'il y a à voir? C'est quoi l'autre petit signe qu'on cherche dans l'AQP4? Tenez. L'area postrema, c'est où? À peine plus bas, à peine plus bas. C'est le petit point. Ouais, parfait, là. Donc là, il y a tout. Là, il y a vraiment les récepteurs au canaux hydrique, hein, les aquaporines 4, tout le long du système ventriculaire, autour du V3, et cette fameuse area postrema qui est touchée, qui est très évocatrice, donc, et même pathognomonique, j'ai envie de dire, dans ce contexte d'AQP4. Dis-moi. Oui. Oui. Il y est souvent. Ouais. Quand il est isolé, c'est très dur, je suis d'accord. Il faut... Normalement, il n'y a
pas de raison qu'il y ait un hypersignal là. Mais je suis d'accord que de temps en temps, on a l'impression qu'il est. Et c'est aussi pour ça que on continue, nous, de faire du vrai T2 en axial pour bien voir la fosse postérieure. Et si on a sur le flair et le Spinnaker T2 un hypersignal à cet endroit-là, ok. Maintenant, il ne faut pas que ce soit juste un point. Il faut que ce soit un petit peu plus bas. Maintenant, ça ne suffit pas à poser le diagnostic d'AQP4, l'area postrema isolé. Il faut plusieurs critères. Donc ici, on a une convergence d'arguments pour dire c'est de l'AQP4, mais surtout l'idée, c'est que ce soit dosé et confirmé biologiquement. Alors, ce chiasma inflammatoire, ce serait trop simple si c'était toujours de l'AQP4. Et encore une fois, le drapeau rouge, c'est de dire il faut faire un bilan, ce n'est pas une CEP. Mais ça ne se limite pas à AQP4 et MOG. Sauf que ici, vous voyez un hypersignal des deux nerfs optiques qui s'étend jusqu'au chiasma, et vous voyez, même les bandelettes sont un petit peu blanches. Sauf que voilà, il n'y a pas de prise de contraste. Ce n'est pas inflammatoire. Ça, vous savez ce que c'est? À quoi il faut penser chez un jeune homme? Ah, ben voilà. Regardez comme le flair, il est intéressant. C'est en fait l'idée de multiplier les séquences pour être convaincu qu'il y a une anomalie. Et c'est la même chose sur l'area postrema, tu vois. C'est pas de dire, ah tiens, sur une séquence, je vois un truc. C'est est-ce que l'ensemble des séquences me montre qu'il y a, oui, il y a quelque chose, que ça emporte ma conviction. Et que cette image-là, alors elle est presque très étendue, hein, mais même en étant au début de la maladie, ben vous voyez, c'est pas inflammatoire. Donc c'est ça, effectivement, cette neuropathie optique héréditaire de Leber. On en a de temps en temps. Je vous en montre chez un autre malade. C'est cet aspect-là. C'est parfois limité au chiasma, mais un hypersignal au centre du chiasma comme ça doit faire chercher cette maladie génétique et qui ne prend pas le contraste. Alors ça existe, mais c'est rarissime. Malheureusement, on peut tout voir. Je crois qu'il y a un magnifique poster d'ailleurs sur une atteinte médulaire de Leber. Donc vous voyez, on peut tout voir. Oui, bien sûr. Oui. Alors, l'axial, il est là, d'accord? Ouais, je vais vous montrer. Mais donc, c'est pour partir de ce qui est évident. Et le flair, ici, permet donc de voir avec ce contraste très fort, puisqu'il y a le LCS qui est noir au tout, ce qui est blanc. L'œil, il va être attiré par le blanc. Votre œil, il voit d'abord, il s'arrête sur le blanc. Okay. Donc le blanc, il y a ça, mais le blanc, il est là. Okay. Donc une fois que vous avez repéré ça, ben, vous le projetez sur cette coupe qui est ici. Alors, elle est à peine plus antérieure, mais les bandelettes, elles sont là. Et elles ne sont pas aussi noires que ça. Ce n'est pas un hypersignal qui est très marqué, parce que le contraste est meilleur en flair ici. Mais les bandelettes sont bien atteintes ici, très blanches, là et là. La substance blanche. Ouais. Ici, c'est l'absence de prise de contraste. C'est ça que je voulais vous montrer. Pour dire que ce n'est pas une maladie inflammatoire. OK? Contrairement à ici. Là, on est sur une maladie très inflammatoire. C'est une atteinte bilatérale avec extinction de la lumière. Il n'y a plus de feu, plus de son, plus d'image. Et vous voyez, ça c'est du T2. Alors pourquoi j'aime pas le T2? Parce qu'il y a le déplacement chimique aussi. Le blanc qui est au-dessus empêche de voir la limite de la gaine, le noir qui est en dessous empêche de voir une partie de la gaine. Ça c'est le spin-echo, c'est le contact entre la graisse et l'eau qui crée cet artefact dans le sens de la fréquence, de la verticalité. Donc bon, moi je préfère supprimer le signal de la graisse pour bien voir les nerfs optiques et faire ressortir davantage l'hypersignal. Ici, le signal est comme le cortex, mais pas comme la substance blanche. C'est un hypersignal anormal, avec une prise de contraste d'une anomalie étendue, très étendue, puisqu'elle va même jusqu'au canal optique, de manière asymétrique. Si la teinte est bilatérale dans l'orbite, elle va pardon, que d'un côté, à droite, au niveau du canal. Mais surtout, c'est l'inverse de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Le chiasma est totalement épargné. Donc c'est une atteinte très antérieure qui est caractéristique donc des MOG. De la graisse. Ce qu'il faut voir, ce n'est pas la graisse. Ce qu'il faut voir, c'est au-delà du nerf. Mais ça, on va le voir. En tout cas, il y a un anneau de prise de contraste autour du nerf lui-même. Okay? Oui. Ben oui, c'est de la méninge.
La méninge n'a pas de barrière hémato-encéphalique, donc elle peut prendre un peu. Mais là, c'est une prise de contraste qui est épaisse et qui est un petit peu floue. Donc c'est vraiment anormal. Voici un autre exemple, encore une fois une névrite optique bilatérale. Une atteinte qui est très inflammatoire, une prise de contraste très étendue sur la totalité du segment intraorbitaire du nerf, de manière bilatérale. Qu'est-ce qu'il y a à voir en plus? Vous voyez les papilles? Et alors ça, rien ne vaut le 3D Flair-Gadot pour voir les papillites. Un très bon signe donc aussi évocateur de MOG. Cet œdème papillaire, on l'a une fois sur deux, en gros, dans les MOG. Un autre exemple sur une atteinte unilatérale. Gros nerf qui prend le contraste. Ben, vous voyez, encore une fois, sur les coupes dédiées, il y a le gros nerf qui prend le contraste, mais il y a en plus une atteinte de la gaine et une atteinte donc inflammatoire de la graisse. Donc cette périnévrite, elle est visible une fois sur 3, mais c'est aussi un excellent signe en faveur de MOG. 2 minutes? Ça, c'est un cas qu'on a eu aussi il y a quelques semaines, là, sur une jeune femme céphalée, fébrile, donc on fait une ponction lombaire, il y a une méningite lymphocytaire et voilà l'IRM. L'IRM vous montre une méningite carabinée avec ces prises de contraste magnifiques qui sont périvénulaires. Pardon? Radiaires, voilà. Là, il y a un signe en rapport avec ce que je viens de vous montrer juste avant. La papillite, qui, en association avec ça, doit faire penser à GFAP, c'est très bien. Donc vous voyez, il faut de la belle imagerie pour montrer des petites choses. Et donc ce signe en soi, la papillite, n'est pas évidemment pathognomonique de MOG. C'est s'il y a une névrite optique. Là, il n'y avait pas de névrite optique. Donc il faut savoir le voir, il faut savoir le repérer, il faut savoir quelle est sa valeur. Et ici, c'était effectivement anti-GFAP, avec de plus en plus de papier, parce que ça fait partie du bilan qu'on va doser, même quand il y a une atteinte donc, du nerf optique. Il y a un papier qui vient de sortir sur les névrites optiques anti-GFAP, des papillites isolées. En fait, ça s'inscrit aussi dans des œdèmes du disque optique. Mais c'est avant tout, c'est vrai, on va dire, une méningo-encéphalomyélite, puisque tout peut être atteint. Et c'est pour ça qu'il faut voir les yeux, il faut voir le cerveau, mais il faut aussi voir la moelle. Et chez ce patient, il y avait des atteintes, il y avait le combo, il y avait la totalité qui était très évocatrice donc, de ce diagnostic. On continue avec, encore une fois, regardez, la papillite. Vous voyez comme c'est beau en flair? C'est la meilleure séquence pour voir cet œdème papillaire. Sauf que là, on est dans un tableau de flou visuel. Regardez un petit hypersignal aussi à gauche, par rapport à la droite. Il y a un aplatissement de la face postérieure. Et qu'est-ce que vous pensez de la selle turcique, ami neurologue? Elle est vide. À 22 ans, chez une jeune femme, l'activité hormonale, j'ai envie de dire, doit être corrélée à une grosse hypophyse. Donc ça, en soi, c'est un signe très évocateur d'HTIC. Donc dans l'HTIC, on va chercher ces sténoses bilatérales, mais il y a encore une fois cette papillite. Okay? Donc ce n'est pas spécifique, ça dépend quel est le tableau clinique. Je voulais juste vous montrer un truc, j'aime bien ces signes-là. Pour une fois, je n'ai pas zoomé exprès, parce que ça, c'est un signe d'HTIC. Vous savez que ça survient surtout chez les jeunes femmes obèses. Donc ça fait partie des signes aussi qu'on peut avoir en IRM, même si toute femme obèse n'a pas une HTIC, on est d'accord. En tout cas, petit aplatissement, petite papillite, sténose. Je vous montre ce dossier pas seulement pour ça. C'est parce qu'on a de temps en temps des HTIC fulminantes. C'est-à-dire des jeunes femmes qui en quelques semaines sont en train de perdre la vue. Et là, nous, je vous assure, ça a été ça, le week-end. C'est-à-dire que sur cet ARM, on peut se poser la question d'une hypoplasie, qui correspond à une sténose d'un côté finalement. Donc si vous avez une sténose d'un côté et une hypoplasie de l'autre, vous comprenez bien que ça a du mal à se drainer. Et donc là, on a donc ce sinus qui est finalement pas si hypoplasique, mais il en manque un bout là. Et puis il y a la sténose de l'autre côté, ce qui revient au même, elle est en HTIC.
Et donc là, on l'a traité, donc c'est un collègue qui l'a traité en urgence, il était d'astreinte le week-end parce que vraiment c'était inquiétant. On met un stent sur cette sténose qui paraissait pas majeure, mais pourtant il y a un gradient de pression, on confirme, on prend la pression. Et voilà ce qui se passe simplement sur le contrôle juste après, en fin de procédure. On lève tellement la pression instantanément que le cerveau est soulagé et n'appuie plus sur le sinus qui réapparaît en fin de procédure. On se demande quelle est la nature de ces sténoses finalement. Mais on sait que c'est un cercle vicieux, que c'est le cerveau qui est en HTIC qui appuie sur le sinus. Alors la poule de l'œuf, c'est l'éternelle question, mais ici on avait une démonstration extraordinaire, assez unique, qu'en traitant d'un côté, on améliorait l'autre parce qu'on soulageait la pression intracrânienne globale. Pour résumer, je crois que malheureusement il va falloir s'arrêter à la moitié de l'atelier, mais ça c'est important. Je vous donne cette référence parce qu'elle résume très bien ce qu'on vient de voir, ces atteintes inflammatoires donc, du nerf optique lui-même, avec donc pour la SEP, vous l'avez compris, c'est des lésions de petite taille, unilatérales, intraorbitaires, attention si c'est derrière, drapeau rouge. Et quand c'est derrière, ça dépend aussi de l'étendue, ça dépend où c'est, mais on va avoir sur une atteinte du nerf optique seul, l'hémogue, et donc on va avoir une atteinte étendue, œdémateuse, la périnévrite, la papillite, qui épargne les voies visuelles postérieures, qui épargnent le chiasma. A contrario, si vous avez une atteinte postérieure inflammatoire, notamment du chiasma, c'est les AQP4 qu'il va falloir tout de suite doser. Ce papier est évidemment très complet, c'est pour ça que je vous le donne en référence, puisqu'il va y avoir le même rappel sémiologie avec des schémas pour les atteintes médulaires et pour les atteintes également cérébrales. Et on a vu l'importance sur un dossier d'AQP4 de ce pourtour épandymère périventriculaire qui doit faire penser aux AQP4, alors que vous savez parfaitement l'identifier, et on l'a revu hier dans la sclérose en plaques. Alors un test pour voir si cet atelier a été bénéfique. Attention, une image, un diagnostic, comme on dit. Quel est le diagnostic ici ? Mais j'entends pas de manière massive. Il va falloir faire un deuxième atelier, j'ai l'impression. Non, vous êtes d'accord, ça correspond clairement au MOG, cette atteinte bilatérale antérieure, la périnévrite. Allez, on finit, ils ne nous ont pas éjectés. Parce que celui-là, justement, c'est encore une fois un dossier tout frais, tout récent, pour vous montrer de quel côté est la norbe. Allez, tout le monde, gauche, voilà. Le nerf, il prend le contraste ? Eh ben non, si on ne fait pas les bonnes séquences, si on ne déroule pas, si on ne voit pas toute l'étendue, on voit que c'est peut-être le nerf qui est écrabouillé encore une fois sur le côté, la prise de contraste annulaire, et voilà donc le cisgado. Le cisgado, c'est quelque chose qui va permettre de rehausser finalement les tumeurs et de voir les nerfs avec un contraste parfait, puisque le nerf ne prend pas le contraste. Et donc on a une masse qui est là, et voilà le pnoto qui déroule donc ce nerf, et on voit très bien donc cette masse qui vient évidemment prendre le contraste avec cette prise de contraste méningée, écraser encore une fois ce nerf optique. Donc non, le nerf optique, il est juste écrasé, il ne prend pas le contraste parce que c'est un méningiome qui appuie dessus. Ok ? Bon, allez, je crois qu'il faut malheureusement qu'on s'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention.